Parlons. Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design, dans lequel je vais te parler de la psychologie dans le design d'expérience utilisateur. C'est le 3e podcast sur ce sujet et ce sera le dernier, car je me base sur le site digitalpsychology.io qui référence 9 biais psychologiques qu'on peut utiliser dans le design. Et donc là, nous allons voir ensemble les 3 derniers. Nous allons apprendre à les connaître pour les prendre en compte tout simplement dans nos futurs projets de design. Avant de commencer le podcast, je voulais remercier encore une fois Studio Module qui a réalisé l'intro de ce podcast et qui est un studio donc de design audio. Le lien est dans la description si vous avez besoin de prestations type jingle ou même interface sonore pour vos applications. Donc nous allons commencer avec le 7e point du site Digital Psychology qui est la rareté et le manque. Donc plus c'est dur, plus c'est rare d'avoir un produit, plus les utilisateurs globalement souhaitent ce produit, ont envie de ce produit. Il y a un vrai lien même psychologique entre la rareté d'un produit et sa qualité. Par exemple, pour les passionnés de sneakers, les paires qui sont limitées en nombre font régulièrement l'objet de fortes demandes avec des grandes files d'attente devant les magasins qui vendent ces paires. On a pu voir ça avec la collaboration entre Nike et Off-White, avec la marque de skate Supreme qui vend toutes ces collections en édition limitée. Et voilà, à chaque fois, il y a une forte demande depuis des années. Et également Yeezy, donc la collaboration de Kanye West avec Adidas qui attire beaucoup de monde. Tout ça notamment parce que les paires sont tout le temps en quantité limitée. Donc ça marche dans la mode, mais ça marche également sur les projets e-commerce. Donc on va voir immédiatement quelques manières d'utiliser ce biais cognitif dans nos designs d'interface. La première idée, ça peut être d'afficher le stock restant d'un produit, notamment s'il est faible. S'il ne reste plus que 5 exemplaires d'un produit avant qu'il soit en rupture de stock, il ne faut pas hésiter à l'afficher sur la page du produit pour motiver les utilisateurs à passer à l'acte et à acheter le produit. Également, il faut toujours penser à afficher les deadlines. C'est pas vicieux parce que ça a aussi un côté informer l'utilisateur, mais malgré tout, ça va augmenter le nombre de ventes. Donc ça peut être pour plusieurs types d'offres. Ça peut être une deadline de temps. À partir de demain, telle offre de prix n'existe plus. Ça peut être une deadline de prix aussi, par exemple, si la livraison est offerte à partir de 50 €. Voilà. Et donc ça va, pareil, donner la motivation à l'utilisateur d'atteindre ce palier, sinon il va rater la livraison qui est offerte. Et ça peut être également en utilisant un timer, mettre en avant le fait que telle chose s'arrête à partir dans tant de temps, ou que telle chose va enfin être disponible dans tant de temps. Tout ça, c'est profiter de ce biais pour amener les utilisateurs vers les produits que vous souhaitez vendre. Également, un fait qui me paraît assez intéressant et peu intuitif, c'est l'entreprise Kissmetrics qui a passé sa période d'essai de son logiciel de 30 jours à seulement 14 jours. Et avec rien que ce petit changement, ils ont augmenté de 102% le nombre de tests du produit. Donc réduire la durée de l'essai gratuit peut augmenter le nombre de gens qui testent le produit. Tout simplement parce 14 jours c'est plus faible, ils ont plus peur de rater ces 14 jours de test et donc ils vont plus en profiter, ils vont directement tester le produit au lieu de laisser traîner. Et la dernière façon que je vais te proposer pour utiliser ce biais, mais tu peux en trouver bien d'autres, c'est de toujours essayer de rendre une possibilité unique. C'est très bien utilisé par les réseaux sociaux comme Snapchat et Instagram avec les stories, c'est-à-dire que vous allez pouvoir visualiser la photo qu'a postée votre ami pendant 24 heures uniquement, et ensuite ce sera foutu à tout jamais. Ça marche aussi avec les avant-premières, par exemple sur YouTube, maintenant on peut poster des vidéos qui sortent en avant-première, et donc il y a un moment unique
où plusieurs personnes en même temps découvriront une vidéo au même moment. Et donc voilà, ça a cet événement marquant de soit on verra cette vidéo pour la première fois tous ensemble à ce moment-là, soit on la verra de manière normale comme tous les autres. Et donc ça, c'est en jouant sur la rareté d'un produit, d'un moment. Ensuite, on va passer au second biais que je veux traiter dans ce podcast, qui est la preuve sociale. Tout simplement, c'est le fait qu'on va plus facilement faire ce que beaucoup d'autres ont déjà fait ou essayé. Une étude qui est présentée donc, sur le site Digital Psychology est super intéressante, une étude du groupe Nielsen, qui a découvert que 92% des gens croient en une recommandation faite par l'un de leurs amis, mais ce qui est assez fou, c'est que 70% des gens croient en une recommandation d'un total inconnu. Donc en voyant par exemple les avis sur l'Apple Store pour une telle application, 70% des gens vont faire confiance à ces gens qui ne connaissent absolument pas et qui ont juste posté leur avis. Donc la preuve sociale, c'est vraiment quelque chose d'important, déjà pour le côté bouche à oreille entre cercles proches, mais également entre une personne et un total inconnu. Donc pour mettre ça en place, pour utiliser ce biais, ça va être déjà de proposer des témoignages, des notes d'utilisateurs, des commentaires d'utilisateurs sur son site ou sur son application pour amener cette preuve sociale que votre produit plaît, que votre produit a aidé des gens, que des personnes apprécient votre produit et que donc les potentiels nouveaux utilisateurs vont également l'apprécier. Ça peut également être en intégrant des compteurs sociaux, donc les compteurs réseaux sociaux, nombre d'abonnés, nombre de partages, nombre de likes, etc. Ça peut être également en tenant des compteurs actualisés en temps direct sur le nombre d'inscrits, d'abonnés, d'utilisateurs satisfaits, de commandes réalisées ou autre, tout ce qui va montrer qu'il y a de l'activité et qu'il y a déjà des gens qui vous font confiance. Également, un point assez intéressant, c'est la mise en avant d'influenceurs, au sens vraiment large, tout ce qui a de l'influence. Mettre des citations de personnes célèbres qui ont parlé de votre industrie sans parler directement de vous, ça aide déjà à apporter une certaine crédibilité. Montrer ses partenaires, les médias qui ont parlé de soi, ça apporte pareil une crédibilité, une preuve sociale qui, même si c'est un petit peu global comme partenaire, comme média qui a parlé de vous, de votre secteur, ça va apporter de la crédibilité au projet. Et enfin, le dernier point, c'est tout simplement de parier sur les parrainages entre utilisateurs, soit en proposant des offres, soit en incitant à l'invitation pour utiliser cette preuve sociale à fond, proposer à vos utilisateurs qui apprécient votre produit de le partager et d'inviter leurs amis à rejoindre le service. Voilà. Donc ça c'est vraiment super important, c'est un peu la base des réseaux sociaux notamment et de leur succès, donc faut pas hésiter à l'utiliser dans nos projets. Et enfin, on va passer au dernier point, qui n'est pas forcément un point très psychologique, je n'ai pas trouvé ça vraiment en rapport, mais par contre c'est un point intéressant, c'est les triggers en anglais, donc les éléments déclencheurs. Il en existe deux types, les éléments déclencheurs externes, donc tout ce qui est autour de nous, et les éléments déclencheurs internes, donc qui vont plus toucher aux émotions, aux désirs, aux souvenirs qui sont en vous, donc c'est bien sûr beaucoup plus difficile d'accéder à un élément déclencheur interne, mais il y a quand même quelques moyens. Là je vais te donner des exemples de comment utiliser des éléments déclencheurs externes principalement. Donc le premier point important, c'est le choix des textes d'appel à l'action. Ça c'est très important, quand on est débutant on a tendance à pas vraiment y penser, on va mettre un bouton clique ici, ce qui n'est pas du tout incitatif. Mieux vaut mettre comme texte d'un appel à l'action découvrir les produits. C'est beaucoup plus descriptif, c'est beaucoup plus explicatif. Et encore là, c'est pas une version optimisée, mais voilà, faut vraiment travailler ces textes d'appel à l'action pour que ça signale à l'utilisateur qu'est-ce qui va se passer en cliquant là-dessus, et pour que ça lui montre la simplicité vraiment concrètement, qu'est-ce qui se passe quand on va cliquer là-dessus. Mais bon, on pourrait en faire un épisode entier, et ça arrivera d'ailleurs peut-être un jour. Proposer des mises à jour et des nouveautés régulières permettent également de déclencher un souvenir à l'utilisateur. Ah tiens, il y a ça qui s'est mis à jour, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau, ou il y a telle nouveauté qui est apparue, j'en ai entendu parler, tiens je vais revenir sur l'application pour voir.
On peut également utiliser les badges de tâches restantes, comme ça se fait beaucoup sur les applications mobiles. Le petit rond rouge en haut à droite qui indique qu'il y a 1, 2, 3 trucs à faire sur l'application. Donc bien sûr, ça va déclencher le fait d'ouvrir l'application. Et enfin, les notifications. Donc ça, bon, c'est assez moderne. C'est super... ça peut être super pratique, mais ça peut être super dangereux. C'est vraiment à utiliser avec précaution. Les notifications abondantes sont un des premiers facteurs de désinstallation d'une application mobile. Et donc ça aussi, ça fera peut-être l'objet d'un podcast futur. J'espère que ce podcast t'a plu, j'espère que tu auras appris des choses sur la psychologie, comment utiliser les biais psychologiques en design. Si t'as pas déjà vu les 2 épisodes précédents, tu peux bien sûr aller les voir. Et puis je t'invite à t'abonner au podcast et à le noter sur les plateformes de podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Parlons Design. Salut. Parlons Design.